Le sport est-il une entreprise comme une autre? Vous avez vu que c'était le thème de la journée autour justement de ces deux mondes, sport et entreprise, un même esprit d'équipe. Eh bien, quatre intervenants et comment vais-je vous qualifier? Un universitaire qui essayera, à partir de là, de nous interpeller peut-être sur les invariants du sport et les invariants de l'entreprise. Pour parler de tout cela, Julie Ergotte, qui est architecte, et Émilie Farabos, qui est également architecte. Elles sont associées. Et puis donc François Daen. Voilà. Grégory Vollet, en fait, de Salomon. Et puis donc, comme le disait Pascal, Jean-Luc Minier, un universitaire qui a bien voulu tenter de conclure sur cette conférence. Alors, le sport est-il une entreprise comme une autre? Vous venez voir donc des images assez sympathiques, assez fabuleuses, d'une course peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, je n'en doute pas, connaissent, et puis d'autres ne la connaissent pas. Alors, on va tout de suite tourner vers François Daen, qui quelque part est quand même un petit peu notre invité d'honneur ce soir. Il faut dire qu'il joue à domicile. Que vous pouvez quand même nous dire quelle est cette course mythique et magique que vous avez gagnée donc fin août de cette année. Ben, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc l'Ultra Trail, c'est une course, on va dire, en montagne, en nature. Et donc ultra parce qu'elle fait un peu plus de 160 km normalement. Et donc qui fait le tour du Mont Blanc en passant par donc la France, la Suisse et l'Italie. Et cette année, elle était un petit peu raccourcie à cause des conditions météo, mais c'est une des courses, c'est un peu la course pionnière de l'Ultra Trail en France. Donc c'était la 10e édition cette année, et voilà, moi ça a toujours été un peu quelque chose d'emblématique pour moi. J'ai toujours eu envie de boucler et de la réaliser. Et puis cette année, ça s'est pas concrétisé au niveau de boucler le parcours, mais ça s'est concrétisé par une très belle course et une belle victoire que j'ai bien appréciée. Vous nous redonnez quand même un petit peu les temps pour nous faire, je ne sais pas si c'est vraiment salivé, en tout cas pour qu'on comprenne bien le défi, puisque je crois que tout à l'heure on va parler de défi. Ben là, cette année, j'ai mis un petit peu plus de 10h30 sur 100 km, donc 103 km, donc ça fait un petit peu moins de 10 km/h. Et puis il y avait un dénivelé positif, c'est-à-dire juste la partie montante qui était de 6000 mètres. Voilà. Donc c'est un grand défi. Alors effectivement, mesdames, comment vous réagissez par rapport à ces logiques de défi? Est-ce que chez vous aussi, vous avez dit que vous leviez les bras quand il y avait une victoire? Oui. Chaque projet est différent, donc effectivement, chaque projet est un défi, un challenge à relever. C'est vrai qu'on en a parlé dans la réunion de préparation. On a fait effectivement la comparaison par rapport aux courses en disant qu'on ne s'entraîne pas de la même façon en fonction de la course qu'on va faire. Mais pour les projets, c'est la même façon, on ne les prépare pas de la même façon. Et c'est ce qui fait que chaque projet est un défi différent. Alors, vous êtes venus tous les deux en binôme, donc on sent bien qu'il y a un esprit d'équipe là-dessus. Je m'adresse à nouveau à vous, Julie et Émilie. Quand on parle de préparation, est-ce que c'est une opération où vous êtes toutes les deux associées dans la même entreprise? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que fonctionne ce binôme? Et puis après, on le verra avec Peggy qui vous interpellera effectivement sur ces mêmes logiques entre le sportif et le sponsor. C'est important d'être en binôme, notamment dans notre métier, parce qu'effectivement, il faut avoir un regard critique sur la façon d'avancer, sur la façon dont on a développé le projet, et de façon à l'améliorer. Chacun amène quelque chose de différent, donc il y a un esprit commun qui est là quand même au départ. Il faut quand même qu'il y ait une entente et une passion qui soit la même, qui aille dans le même sens. Voilà. Une même manière de travailler également, c'est important. Donc voilà, je pense un peu comme effectivement un sportif et son entraîneur, où le but est le même, et après ils vont chacun s'amener quelque chose de différent. Ça marche, je pense que ça marche mieux à deux de toute façon que quand on est seul, effectivement, où
si on n'avance plus, on peut se mettre à végéter, et là où l'autre personne va se mettre à relancer et à redonner de la motivation, reprendre le dessus simultanément, et du coup, voilà, c'est plus facile de porter les choses à deux. Ouais. Justement, moi, donc, je vais vous poser la même question au niveau de... Quand on est un sportif de haut niveau, et Grégory, je crois que vous êtes le manager international de Salomon. Vous considérez-vous comme un coach puisque vis-à-vis de François, est-ce que vous l'accompagnez sur les courses? Comment ça se passe? Quelle est votre relation? Alors, nous avons une équipe internationale qui bouge sur énormément de courses. Et mon rôle, c'est qu'il y ait une structure autour des athlètes. C'est-à-dire que l'athlète ne se retrouve jamais seul et qu'il soit aidé le plus possible pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles au départ et pendant sa course. Donc c'est avoir évidemment un kiné, par exemple, avant la course. C'est avoir une équipe qui va être capable de le soutenir logistiquement durant l'ensemble de sa course et qui va être à son écoute pour répondre à ses besoins. Mais évidemment, autour, si on veut créer de la communication et de la couverture médiatique, on y est obligé d'y ajouter un photographe, des caméramans, parce que si autour du sportif, on n'a pas une logique de marketing, on ne va pas forcément sponsoriser un athlète pour qu'il aille faire une course sans que derrière ça ne se sache. Donc voilà, c'est toute une structure complète qui est autour de nos athlètes pour qu'ils puissent promouvoir notre marque. Alors nous avons la chance d'avoir des images. Alors par contre, c'est la dernière. Pour illustrer en fait ce que vient de dire Grégory, c'est-à-dire que l'accompagnement de Salomon sur les courses se fait tant au niveau du photographe que du kiné, que du manager, que des épouses aussi. Donc on a une vidéo pour voir justement l'esprit exactement de Salomon Team. Je vous laisse découvrir. Le rêve, c'est d'avoir du plaisir et d'être entouré de gens qui véhiculent les mêmes valeurs. J'arrive au ravitaillement, ça veut dire chaque fois on passe de tout seul à beaucoup de monde d'un coup, c'est tellement intense. C'est sûr, c'est des sacrifices, c'est des moments passés en montagne, c'est des moments qu'on peut passer à deux et qui sont un petit peu difficiles quand on est fatigué le soir ou des choses comme ça, mais c'est des sacrifices que j'avais choisis au début de l'année, on avait beaucoup parlé ensemble tous les deux. Finalement, ça s'est bien concrétisé. En trail running, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment un esprit d'équipe. Mais au-delà de l'équipe, il y a vraiment un esprit dans le trail running lui-même. C'est une course où tous étaient réunis, il y avait tout le monde qui était là, et pouvoir partager cette victoire avec tout le monde, c'était une grande fête. Savoure l'ami, savoure! The emotion that you will feel and that you will remember, it's much more than a sport, it's becoming a way of life. And it's much more than just a victory or medal. It's what you have in your heart. L'idée, c'est de faire découvrir aussi le parcours à des personnes qui ne le connaissent pas. C'est sympa parce qu'avec François, Greg, c'est des chemins qu'on connaît bien. Donc on peut leur partager notre expérience de ce parcours. Jamais partir en montagne sans une bonne bouteille de vin. C'est la clé de la réussite.
J'ai l'impression que je suis le seul athlète qui prend les choses au sérieux. Moi, je peux aussi. Go running. They're going fast today. Have to sprint. Oh. You see? They're full of energy. Oh no, I didn't record it. Merci Greg de nous avoir fourni ces images. Elles sont très belles, elles sont chargées d'émotions surtout. Effectivement, on voit l'arrivée de François et on vous voit carrément au bord des larmes. Effectivement. Si vous voulez, déjà ces vidéos, c'est important pour nous qu'elles véhiculent des valeurs qui sont chères au trail running. Et puis évidemment beaucoup d'émotions parce que c'est plus qu'une équipe, on est une famille et quand on court, c'est aussi pour tous les gens qui participent à cette possibilité de donner le meilleur de soi-même. Et je pense que les athlètes aujourd'hui, ils courent énormément aussi pour tous les gens qui font partie de cette équipe et qui les aident. Voilà, c'est vraiment la Salomon Family, comme on l'appelle. Alors, une belle famille, certes, de la course, certes, mais si on en revient à la question de départ de cette conférence table ronde, le sport est-il une entreprise comme une autre? Alors, finalement, à un moment donné, il y a quand même des liens économiques entre vous. Il y a derrière Salomon une finalité économique. Vous êtes une entreprise. La conférence précédente, on l'a bien vu, à un moment donné, le premier rôle, la première mission d'une entreprise, c'est gagner de l'argent. Ça n'est peut-être pas le but ultime, j'allais dire, du créateur, mais une entreprise qui ne gagne pas d'argent, a priori, elle a peut-être le droit d'en perdre 1 mois, 2 mois, mais au 3e, on commence à s'inquiéter. Donc il faut gagner de l'argent à un moment donné. Comment est-ce qu'il y a des rapports particuliers en la matière entre vous? Et puis, deuxième question peut-être pour compléter, on sort un petit peu du champ, mais ça me paraît important par rapport aux thématiques de la journée. Quelqu'un comme François, c'est aussi quelqu'un qui va tester des produits que vous allez fabriquer, vous, après, de façon industrielle, pour que le commun des mortels, si on entend qu'un champion n'est pas le commun des mortels, pour que le commun des mortels puisse effectivement l'acheter. Alors, première question déjà, on demande à nos athlètes de ne pas être que des athlètes, de ne pas faire que de la course à pied. C'est-à-dire qu'on va toujours jouer avec eux sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est évidemment le pilier médiatique, avec la presse écrite, où il va avoir une relation privilégiée avec les journalistes. Le deuxième pilier, ce sera plutôt sur le web. Donc on utilise évidemment tous les réseaux sociaux, que ce soit les blogs, les forums, les sites internet, etc., pour essayer d'avoir un maximum d'interaction entre nos consommateurs et l'athlète dont ils sont fans. On continue. Un autre pilier sont évidemment nos magasins, nos détaillants. C'est eux qui font le business pour nous. Et on va essayer de lier nos athlètes à des magasins. Ils vont venir sur... Quand on fait des déplacements sur des compétitions, par exemple, on va aller visiter ces détaillants et on va organiser ce qu'on appelle des community runs. C'est-à-dire que les athlètes vont pouvoir courir pendant 1 heure avec les consommateurs et les consommateurs vont pouvoir tester l'ensemble de nos produits. Donc on se déplace toujours avec un parc test et on essaye d'être présent sur des événements, évidemment, avec eux, où il va y avoir la conférence de presse, il va y avoir tout en fait un nombre d'événements autour de la course pour aider
à promouvoir notre marque, pour aider à notre business et pour aider à grandir l'image de nos athlètes. Donc, évidemment, on utilise énormément Facebook ou Twitter, mais sur notre page Facebook Salomon Running, par exemple, on a un très grand nombre d'engagements. L'engagement, c'est les interactions de nos fans avec la marque. Aujourd'hui, on est à 56%, ce qui est juste énorme. Ça veut dire que l'ensemble de nos consommateurs sont complètement passionnés par ce sport du trail running qui est en plein boom actuellement. Et au sein de ces fans, il y a ce qu'on appelle des brand lovers. Ces brand lovers, ce sont les gens les plus passionnés qui vont aider à promouvoir par le bouche à oreille notre marque. Et on se retrouve aujourd'hui à avoir la moitié en termes de nombre de brand lovers que Nike, alors que Nike va avoir près de 3 millions de fans sur Facebook, mais avec une interaction à 3%, quand nous avons 62 000 fans avec 56% d'interaction. Donc c'est aujourd'hui, le bouche à oreille nous aide également énormément à promouvoir notre marque dans le monde, parce qu'évidemment c'est une page internationale. Pour ce qu'il y est de la deuxième question, nous utilisons effectivement nos athlètes pour développer une gamme, un label qui s'appelle le label S-Lab. C'est-à-dire que nous développons des produits spécifiques pour nos athlètes, en collaboration avec nos athlètes pour les athlètes. Et ce sont ces produits-là qui vont être les plus légitimes par rapport à cette communauté du trail running. Ces produits-là, ils sont très haut de gamme et c'est ce qui tire l'ensemble de notre gamme. C'est-à-dire que ce n'est pas avec ces produits-là qu'on va faire notre plus gros business, mais par contre, c'est notre Formule 1 à nous. C'est ce qui on peut, à travers ces produits, faire voir notre savoir-faire. Et évidemment, les athlètes vont crédibiliser ce label. Voilà, c'est à travers des stages d'entraînement, à travers des moments passés avec l'équipe et notre département de recherche et développement, que l'ensemble de ces produits vont voir le jour 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça dépend. Merci Grégory. Je voulais poser la question du coup à Julie et Émilie. Quand on n'a pas un Salomon derrière, comment on arrive à créer, à se structurer comment ça se passe la mise en place d'une création d'entreprise? On découvre, maintenant avec Internet, c'est vrai qu'on avance déjà pas mal au niveau de la recherche, voilà, déjà tout seul. Et puis après, on s'aperçoit qu'il y a des associations qui existent, puis on va les voir, puis il y a la Chambre de commerce, puis il y a Beaujolais Initiative, voilà, il y a des organismes effectivement comme ça pour nous aider à comprendre la partie juridique, déjà dans un premier temps de la création d'entreprise, pour nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un business plan, comment on le rédige, qu'il faut prendre un comptable. Voilà, donc il y a tout ce dégrossissage effectivement administratif dont on n'imagine pas en démarrant que ça va faire autant de paperasse, prendre autant de temps. Mais bon, avec de la patience et l'envie de créer son entreprise, on arrive à bout de cette phase de création sans difficulté et qui est une grande source d'apprentissage en fait. C'est vraiment une période pour nous qui a duré, 3 mois à peu près. 3-4 mois entre la décision vraiment de créer et l'immatriculation de l'entreprise. Et là, il y a une période d'apprentissage qui est énorme, quoi. C'est vrai que dans notre métier, dans les écoles, on n'apprend pas effectivement cette partie gestion d'entreprise. On découvre tout sur place. Donc effectivement, comment gérer, qu'est-ce que c'est que les marges, qu'est-ce que c'est que les charges, vraiment tous ces termes comptables qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. Mais bon, c'est l'envie qui fait qu'on va au bout, il n'y a pas de souci. Donc François, vous êtes également donc, créateur d'entreprise. Vous, à votre niveau, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre parcours qui est
Et après, on verra en image ou si vous souhaitez qu'on le voit avant. Peut-être que ça illustre pas mal, ouais, je sais pas. Ouais. Donc, on va regarder la vidéo en fait pour découvrir quel est le métier également de François Daen. J'essaye de ne pas faire trop de courses, d'avoir quelques courses de préparation et surtout de me fixer 2 ou 3 grands objectifs. Donc là, cette année, c'est un peu particulier pour moi parce que depuis janvier, on a repris une exploitation viticole là, qui est le domaine du Germain à Saint-Julien-sous-Montblat dans le Beaujolais. Et donc il a fallu apprendre, il a fallu déménager, il a fallu s'habituer à ce nouveau mode de vie, ces nouveaux horaires, tout ça, et puis mettre un petit peu entre parenthèses mon métier de kiné pour cette année pour pouvoir apprendre comme il faut et se consacrer, on va dire, au moins pleinement les 2 premières années et pour bien rôder toute l'exploitation. Le Tour du Mont Blanc, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je rêvais un petit peu de boucler la boucle. Quand on a su l'annonce du parcours qui était modifié, qui était peut-être même annulé pendant un moment, j'ai été très déçu. C'est vrai qu'après je me suis dit que c'était pour tout le monde pareil, qu'il fallait s'adapter, qu'on était là, que tous les coureurs étaient là, qu'on allait quand même être quasiment tous au départ et que c'était dommage de ne pas profiter de cet événement et on va dire, du potentiel qu'il y avait au départ. Disons que pour moi cette année ça a été vraiment une année où tout a réussi, donc c'est pour ça que là j'ai vraiment envie de prendre le temps de me poser, de récupérer pour peut-être repartir sur des objectifs en fin d'année, mais vraiment savourer cette année qui a été pleine, quoi, entre cette découverte du vin et puis les 2 objectifs que je m'étais fixés qui sont la Transvulcania et l'UTMB. Donc on ne pouvait pas trop espérer que ça se passe mieux. Donc là on a mis tout le raisin dans la cuve et on a même pressé la semaine dernière. Donc ça fait déjà une bonne chose de faite. Donc maintenant je vais avoir un peu de temps pour me reposer, pour dormir, pour essayer d'éliminer un petit peu toutes les douleurs que j'avais de la course et aussi des entraînements de cet été, pour repartir à la fois frais physiquement et psychologiquement vers d'autres échéances. Donc en espérant que la cuvée 2012 sera aussi bonne que ma saison 2012. En tout cas, elle a l'air bien partie. Santé à vous. Je crois qu'il y a un viticulteur dans la salle, au moins un. En tout cas, il y a sûrement des passionnés qui auront apprécié ces dernières images. Alors, on voit bien qu'il y a toute une passion, qu'il y a vraiment, j'allais dire, un binôme entre un coureur et quelque part son coach, ou son coach, entraîneur sportif, sponsor, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et vous, effectivement, quand on a préparé un petit peu cet entretien, vous nous avez expliqué que finalement, cette création d'entreprise n'était possible que parce que vous étiez 2. Et que finalement, vous n'auriez pas pu réussir cet autre défi. D'un côté, on a l'UTMB et d'autres courses dont je n'ai pas les noms en tête. Et de votre côté, il y a ce défi de la création d'un cabinet d'architectes. Alors, est-ce que vous pensez avoir, j'allais dire, des gènes un petit peu similaires pour arriver à relever, vous aussi, ce défi ? Je ne sais pas si... après, c'est vrai qu'on est passionné comme un sportif l'est de son sport. Je pense que c'est un métier qu'on ne fait pas de toute façon si ce n'est pas une passion au départ. Je pense vous m'avez dit que la passion, allez, on va trahir des secrets, vous m'avez dit que la passion vous poussait à mettre un petit carnet pas très loin du lit au cas où, dans la nuit, chacun s'entraîne comme il peut, mais à un moment donné, c'est plus peut-être avec un stylo et un papier. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, quand on se couche et qu'on est sur le moment de s'endormir, l'esprit du coup se détend et on a par exemple des rédactions de notices ou de discours de jury qui se déroulent dans la tête, mais tout seul. Et c'est vrai que si on les écrit pas à ce moment-là, le lendemain matin, on les a plus. Donc effectivement, tous les moments sont importants, même celui où on s'endort. Alors pourquoi on ne peut créer qu'à 2 ? Alors on a vu beaucoup d'exemples, et notamment dans la conférence ce matin sur les pépinières d'entreprise, des gens qui ont créé tout seuls. Vous avez cette, j'allais dire, ce challenge de se dire il faut créer à 2 parce qu'on est complémentaires. On a vu la complémentarité sportive, la complémentarité dans la création pure. Oui, alors même au départ, quand je suis sortie de l'école, c'est vrai que je me disais je ne veux pas avoir mon entreprise, je ne veux pas être patron. Parce que je veux faire mon métier. Je ne veux pas passer mon temps à gérer une entreprise, à faire de la paperasse et du coup à plus faire ma profession. Bon, au final, avec l'expérience, c'est vrai que quand on est architecte, la finalité, c'est de créer son agence. Par contre, je m'étais dit, c'est pas un métier que je peux faire seul parce qu'on a besoin effectivement
d'être deux, d'avoir un regard critique, d'avoir un moteur, une complémentarité. Et j'ai eu la chance effectivement de rencontrer Émilie. Et du coup, on a pu, au fur et à mesure des années, penser ce projet. Et là, maintenant, ça fait 7 ans, 8 ans qu'on se connaît. Et donc voilà, ça permet, on a travaillé ensemble avant, de façon à apprendre effectivement à se connaître, à confirmer qu'on s'entendait bien jusqu'au point de s'associer. Et donc la création, c'est l'aboutissement effectivement de cette bonne entente et de façon à faire profiter les maîtres d'ouvrage de cette entente, de cette passion et de leur faire des projets bien gérés. Et voilà. De la même façon, du côté d'un sportif, il faut parler la même langue, il faut être vraiment sur la même longueur d'onde pour se compléter intelligemment. Je pense que chacun de son côté a peut-être des objectifs qui sont différents. Il y a peut-être pour la marque, ça va être le côté économique, pour le sportif, ça va être le résultat. Mais pour arriver à ça, je pense qu'il y a un moment où l'objectif il est commun et que cet objectif, s'il n'est pas partagé avec passion, à ce moment-là, je pense que ça ne donnera pas les mêmes résultats. Et c'est un peu, je pense, ce qu'elle voulait dire un petit peu aussi, c'est que toute seule, elle aurait peut-être pu arriver à ce résultat-là, mais dans une finalité qu'elle ne souhaitait pas du tout. Et d'une façon qu'elle ne souhaitait pas du tout. Et nous, je crois que c'est un petit peu pareil, quoi. Le fait de travailler ensemble, l'un apporte à l'autre et l'autre apporte à l'un. Et je pense qu'il y a des sportifs qui font des choses tout seuls aussi, c'est très bien. Mais le fait de pouvoir le partager et de se sentir qu'il y a du monde autour de soi. Et puis, il y a des moments qui sont tellement durs. Alors de se sentir épaulé, de se sentir aidé, dans ces moments-là, je pense que c'est important. Ouais. Merci. Alors, pendant la réunion de préparation, vous nous avez demandé si on était coaché. Et c'est vrai qu'on vous a répondu que non. Mais l'analyse que vous avez fait, effectivement, de la description qu'on vous a faite de notre création, de notre façon de travailler, vous nous avez dit que finalement, on s'auto-coachait. Et je trouve que c'est une bonne analyse que vous, seul extérieur, pouvez avoir sur, alors, je sais pas sur nous, qu'on n'a pas seul. Si nous sommes les seuls de l'extérieur à pouvoir la faire, mais effectivement, on va tout de suite poser la question à Jean-Luc Minier. Peut-être que vous faites des trails, peut-être aussi. Vous êtes passionné d'architecture. Ça ferait pas de mal, hein, mais bon, ce n'est pas encore le cas. Merci. Tout d'abord, merci Pascal Danger pour cette invitation. L'université Jean Moulin Lyon 3, donc, qui est une des universités partenaires de la recomposition du pôle universitaire lyonnais, est honorée de cette invitation. Surtout que manifestement, c'est un succès. En témoigne la grande ferveur de tous ceux qui ont parcouru le stand. Je n'ai pas pu le faire entièrement, mais manifestement, c'est véritablement remarquable dans cette période où il y a tant de doutes et où l'entrepreneuriat, le goût d'entreprendre sont évidemment vitaux dans cette époque de redressement productif véritablement incontournable. Alors effectivement, je voudrais me présenter succinctement. Donc je pilote en tant qu'enseignant 2 diplômes professionnels dont la vocation est de faire émerger, développer, maturer et grandir des projets de création d'entreprise. Qu'il s'agisse de projets, on va dire, classiques, d'entrepreneuriat économique, commercial, ou d'entrepreneuriat plus axé sur l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons toute notre place évidemment dans les territoires, car il n'y a pas d'économie sans territoire, et les grandes technopoles mondiales attestent bien que c'est l'ancrage qui fait la différence. Donc cette invitation, pour moi, est tout à fait remarquable. Alors, ce que je voulais préciser un petit peu, c'est que nous travaillons en lien évidemment avec notre environnement, et qu'à Lyon, il y a une densité sportive réelle. Un club, l'Olympique Lyonnais, qui est managé par un créateur et développeur d'entreprise, Jean-Michel Aulas, et également une équipe féminine donc, qui fait, on va dire, l'honneur de notre pays, qui redore quelquefois le blason un petit peu terni par certains comportements de l'équipe masculine. Et avec les étudiants, nous sommes à fond dans cette expérience, nous communiquons, nous faisons partager cette émergence du football féminin. Et puis nous sommes également en lien avec le mouvement olympique et sportif, en ce sens où aujourd'hui ce mouvement a décidé de se professionnaliser de la base au sommet, et nous participons justement à la mobilisation de nos moyens pour aider ce mouvement-là. Voilà. Donc nous sommes véritablement une entité citoyenne en interaction avec un environnement extrêmement riche, et le sport prend toute sa place
et sans doute pour cela que vous m'avez invité peut-être ce soir. Voilà, donc c'était un tour préliminaire. Donc tout d'abord, je suis totalement admiratif sur vos parcours à l'un à l'autre, à la fois la capacité de jongler sur vos activités complémentaires, puisque les valeurs, on le voit dans le vin et puis dans votre engagement, c'est la même chose, c'est la patience, l'abnégation, l'humilité. On voit fondamentalement qu'il y a une complétude totale des grandes vertus. Et quant à vous, c'est l'amour du risque qui existe évidemment, et dans le travail, et évidemment dans le sport. Voilà, donc je pense, je peux développer si vous voulez. Voilà, donc j'aurais aimé vous parler un petit peu d'historique sur l'origine du sport, mais je ne vais pas revenir à l'Antiquité grecque, je le fais pour mes étudiants, mais je vous en passerai évidemment l'occasion. Simplement pour constater que depuis la fin du 19e et le début du 20e, remontons à une période un peu plus récente, il y a un double mouvement parallèle, celui de l'ascension de l'entreprise, évidemment, avec un accroissement de la taille, la multinationalisation de celle-ci, et puis le développement rapide, quasi exponentiel, de la pratique sportive à tous les niveaux, qu'il s'agisse de la pratique amateur ou de la pratique professionnelle. Alors, le thème, j'avais deux acceptions possibles, deux définitions possibles. Soit j'envisageais le sport comme une entreprise personnelle, c'est-à-dire un moyen effectivement de se transcender, de prendre une trajectoire de vie singulière, comme vous avez fait, ce qui est une première intéressante, là où le sport instruit, construit, éduque, répare, canalise l'énergie dans un sens positif, ça nous le savons tous, mais j'ai choisi un autre sens. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle de l'entreprise, des entreprises qui sont présentes massivement ici, peut être transposé dans le cadre sportif, et en particulier dans le cadre du cœur du métier, de l'association ou de l'entreprise sportive, puisqu'il y a l'un l'autre, qui est effectivement la préparation à l'exploit sportif, au record, à la compétition, au championnat et aux Jeux Olympiques. Alors, les enjeux sont importants, puisque si on répond favorablement, on va considérer que, la formation quelque part des sportifs et des entrepreneurs peut être mutualisée, tout au moins en partie, puisque si c'est les mêmes vertus, les mêmes qualités, la même détermination, la même aide, pourquoi ne pas se rassembler, fédérer, unir nos énergies pour essayer de tirer le parti des athlètes pour les transférer dans l'activité économique, et dans une période de récession comme la nôtre, ce serait sans doute pas du luxe. Deuxième point au niveau du recrutement, est-ce qu'on ne peut pas multiplier, j'y pensais avant même cette rencontre, un double profil de recrutement. Un sportif n'est-il pas fondamentalement quelqu'un qui part sur un pied plus favorable que n'importe quel autre? La question de l'évaluation de la performance, que peut-on tirer de la performance sportive qui puisse être un outil d'évaluation de la performance économique, et puis évidemment un outil de communication. Ça, nous le savons tous, que le sport communique, on va dire, des valeurs à l'endroit de l'entreprise, et que l'entreprise elle-même est un outil, évidemment, pour financer la communication du sport. Donc, ma question sera la suivante. Dans quelle mesure peut-on parler de convergence entre l'entrepreneuriat, aujourd'hui, qui est la phase dans laquelle vous vous situez, vous aussi, et la pratique sportive? Alors, je dirais que entre les deux, il y a quand même des divergences. Il ne faut quand même pas tomber dans l'angélisme. Il y a une dissociation quand même entre sport et entrepreneuriat. Dans quel domaine ? Il y a deux domaines. Un, c'est l'environnement compétitif. Et deux, c'est la gestion des ressources. En matière de compétition, il est évident que le cadre de compétition du sport est réglementé, cadré, formalisé, avec des différents niveaux, avec des strates d'évolution. On commence, quand on crée son club, au niveau local, départemental, et progressivement, donc on est balisé, on est encadré par des règles qui s'adaptent effectivement à notre niveau de pratique et des clubs qui ont les compétences significatives. Alors que dans l'entreprise, c'est évident que vous êtes plongé du jour au lendemain, vous, jeunes fondatrices de votre cabinet d'architecte, avec les meilleurs ténors de la profession. Donc de ce point de vue-là, vous devez d'emblée extraire de vous-même les meilleures qualités. On vous demande une compétence, une technicité identique à ceux qui ont des dizaines d'années d'expérience, dont la taille est 10, 20 fois plus importante, et des entreprises qui règnent sur le territoire international. Donc l'environnement compétitif me semble beaucoup plus dur, si vous voulez, aujourd'hui dans un cadre de mondialisation libérale,
avec des règles relativement floues, que dans le cadre sportif, où on a des règles relativement dures et où chaque niveau de compétition est relativement borné, où chacun peut effectivement être compétiteur, mais avec des interlocuteurs du même rang. Enfin, en matière de gestion de ressources, le sport a besoin du bénévolat. Je crois que le Beaujolais atteste parfaitement d'un grand nombre de bénévoles dans tous les domaines. Et on ne peut pas gérer un bénévole comme on gère un salarié, évidemment, puisque par définition, il ne recherche pas l'accomplissement pécuniaire, mais au contraire la reconnaissance statutaire. Il recherche une identité. Donc, quelque part, il faut survaloriser dans le cadre sportif les bénévoles qui sont les piliers de la réussite des sportifs. Dans l'entreprise, évidemment, la question de gestion de ressources humaines revêt d'autres enjeux. Alors maintenant, puisqu'on a établi quelques divergences, quelques ruptures, essayons d'analyser les points de rassemblement, les points communs. Alors, je vois deux domaines dans lesquels les points communs sont frappants. Le premier, c'est celui des compétences mobilisées, les compétences clés, au cœur du métier de sportif et au cœur de l'entrepreneuriat. Et ensuite, c'est la question de l'éthique, c'est-à-dire les finalités que l'on poursuit, ce qui guide l'action, le but ultime. Alors, sur le plan des compétences, alors j'ai bien étudié, il m'est arrivé d'étudier les référentiels des sportifs de haut niveau, puisqu'on a depuis quelques années défini un référentiel de ce que peut être le sportif de haut niveau. Alors ce référentiel est structuré autour de trois dimensions premières. Première dimension, c'est les compétences relationnelles, les savoir-faire relationnels. Aujourd'hui, il est inenvisageable pour un sportif de ne pas communiquer dans une langue étrangère, puisque par définition, potentiellement, sa vocation, c'est évidemment la scène internationale ou mondiale, donc la capacité à communiquer avec les organisateurs, avec les compétiteurs, avec les équipes dans une langue tierce est évidemment essentielle. Et bien sûr, relationnellement, il est indispensable qu'il puisse organiser, si c'est un sport d'équipe, sa relation avec, bien sûr, les membres de son équipe, mais au-delà, la relation avec l'entraîneur, la relation avec, évidemment, tout l'environnement sportif, sponsoring, par exemple. On ne communique pas qu'une multinationale comme on communique avec tout un chacun. Donc il y a tout un arsenal de techniques relationnelles qui s'apprennent, qui se construisent. Et l'entreprise, c'est la même chose. Lorsqu'elle arrive sur un nouveau marché, nécessairement, elle doit mettre en place, sur le plan linguistique, sur le plan de la connaissance de la culture, des dispositifs qui lui permettront, évidemment, de s'adapter à cet environnement. Compétences aussi organisationnelles, s'organiser dans le temps, organiser son agenda, techniquement, organiser ses relations avec l'environnement, constitue un savoir-faire qui se bâtit. Une entreprise qui n'a pas de réseau, qui n'a pas de structure dans laquelle elle s'insère, elle peut se développer, elle peut exporter, elle peut communiquer, est une entreprise qui ne vivra pas longtemps. Une des premières choses qu'on apprend aux étudiants, c'est créer son réseau d'affaires. Alors au début, on utilise des petits outils, les petits outils relationnels qu'offre l'espace numérique, type Viadeo, mais petit à petit, on explique que ce n'est pas une question technologique, que c'est une question de savoir-faire structurant pour essayer de capter autour de soi toute l'énergie de son environnement. Bien sûr, technique, chaque sport est un métier, quelque part, chaque sport a ses particularités, ses savoirs. On n'est pas architecte du jour au lendemain non plus. Il faut effectivement savoir faire comment bâtir quelque chose qui correspond aux besoins de l'environnement naturel, aux besoins de l'environnement social, qui puisse être perduré dans le temps. Aujourd'hui, on est dans une logique de développement durable et de responsabilité sociétale. Donc, quelque part, il faut effectivement mobiliser une série de savoirs précis, rigoureux. Et vous savez que dans les concours, par exemple, on a lancé un concours pour un nouveau bâtiment universitaire. Sans réponse, sans architecte répondre. C'est à peu près ça votre taux de... Donc, de facto, celui qui n'a pas, on va dire, la capacité technique à répondre aux exigences, c'est la même chose. Du même qu'en compétition, vous êtes compétiteur au sein d'un groupe où fondamentalement, vos techniques, à un moment donné, font la différence, j'imagine. Alors plus fondamentalement, je voulais parler de l'éthique. L'éthique, donc on a la chance à l'université Jean Moulin d'avoir, dès les années 2000, renforcé l'aspect éthique
bien avant la crise de subprimes américaine, parce que nous pensons que l'éthique, si vous voulez, c'est ce qui fonde la réussite durable. Alors je souriais tout à l'heure quand vous disiez, effectivement, l'entrepreneur recherche le profit. Oui, mais alors là, l'entrepreneur qui pendant 3 ans n'a pas de revenus, est-ce qu'il a échoué? Je dis non. C'est pas parce que pendant 3 ans, l'entrepreneur n'a pas pu mobiliser des ressources pour se constituer un revenu suffisant, qu'il vit sur celui de son conjoint, sa famille, son épargne, qu'il a échoué. Fondamentalement, il y a dans l'entrepreneuriat, que je définis comme cette phase initiale extrêmement délicate, un désintéressement, une altérité, une solidarité et, on va dire, une humilité qu'on trouve également dans le sport. Alors, désintéressement, effectivement, beaucoup de créateurs d'entreprises sont souvent des gens qui étaient cadres supérieurs, qui avaient un itinéraire balisé, qui se retrouvaient dans des trajectoires relativement garanties, et puis qui, à un moment donné, pour leur territoire, pour leur pays, pour leur amour-propre quelquefois, s'engagent dans la création d'une entreprise. Moi, je l'ai vu à Lyon avec une entreprise fondée par des ingénieurs et des scientifiques. Leur itinéraire était parfaitement balisé. Ils se sont regroupés. Ils ont créé un brevet pour le soin, pour le traitement du glaucome de l'œil post-opératoire, donc quelque chose qui ne se faisait pas. Ils ont mis au point ce brevet et ils vendent aujourd'hui cette innovation dans le monde entier. Donc je peux vous dire qu'ils sont passés par des périodes de doute, pour le financement. Donc quelque part, il y a quand même un désintéressement, au moins, on va dire, sur une période du projet, qui, moi, me fascine et qu'on trouve aussi dans le sport professionnel, pas trop, mais dans le sport initial. Quand vous commencez une carrière, quand vous commencez une préparation sportive, il y a forcément une période durant laquelle vous renoncez à des avantages, vous renoncez à certains conforts de vie. Monsieur Minier, je suis trop long, mais je compte pas mon temps. C'est pas que vous êtes long, c'est que vous êtes passionné. On avait des sportifs passionnés, on a des créatrices passionnées. De temps en temps, on a peut-être eu un doute quand on a fréquenté les bancs des grandes écoles, des universités, des écoles ou juste du collège. J'en sais rien. On n'a pas toujours eu des enseignants passionnés. Vous l'êtes, mais on va avoir quelques problèmes de timing. Et ce sur quoi, en fait, on voudrait vous interpeller peut-être tous, si on peut se permettre d'interrompre votre exposé qui, au demeurant, est passionnant. Il y a quand même des mots qu'on retrouve forcément dans les deux, dans l'entreprise et dans le monde du sport. C'est le mot compétition et un mot qui est parfois un mot qu'on ne devrait pas écrire, c'est le mot de résultat. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que avec Benoît Souris tout à l'heure, il a dit ici une entreprise, elle est condamnée à gagner de l'argent parce que si elle ne gagne pas d'argent, elle ne paye pas ses salaires, elle ne paye pas ses fournisseurs. Bref, vous connaissez la suite. Simplement, est-ce que l'obligation de résultat, j'allais dire finalement, est-ce que vous, la création, c'est le profit qui vous a fait courir, si on peut dire, et est-ce que du côté des sportifs, vous avez une obligation de résultat pour rester dans la course ? Quand on crée, effectivement, on ne le fait pas dans un but initial pour l'argent. On s'est donné, nous, en tout cas comme règle, de ne pas se rémunérer la première année parce qu'il faut laisser l'entreprise démarrer, lui permettre de faire de la trésorerie pour pouvoir être solide. À terme, évidemment, quand on fait le business plan, on le calcule pour que l'entreprise gagne de l'argent et puisse être pérenne. C'est évident, mais c'est vrai qu'il y a un investissement personnel, physique et financier quand on crée, effectivement, qui est important, où on se dit bon bah on s'en va, on n'a plus notre salaire d'assuré, on est obligé effectivement de mettre de l'argent pour démarrer, pour le capital, pour l'investissement. Heureusement, on a aussi les banques qui nous aident. Oui, les banques aident encore les créateurs d'entreprises en 2012, malgré la crise. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Beaujolais Initiative aussi. Donc voilà, il y a effectivement donc on va le transmettre tout de suite à la Caisse d'épargne et à la Banque Populaire, qui sont nos deux sponsors ou deux de nos sponsors banquiers. Voilà. Au niveau des résultats, en fait, si je suis venu au trail running, c'était pas forcément pour les résultats. Il faut comprendre que je pense que la plupart des gens qui pratiquent le trail running, ils pratiquent pas le trail running pour faire un temps, pour faire une position. Ils pratiquent le trail running parce qu'ils ont envie de pratiquer le trail running, parce que c'est une discipline qui leur donne envie et souvent qui est liée à un parcours. Et comme là, par exemple, la plupart des gens qui ont pris le départ au Tour du Mont Blanc, ils n'ont pas pris le départ pour faire un chrono ou pour battre quelqu'un. Ils ont pris le départ pour vivre une aventure, pour être en montagne et pour essayer de boucler cette boucle-là. Alors forcément, après, quand on pratique à un certain niveau, et moi j'ai eu la possibilité d'intégrer donc cette famille Salomon.
forcément, si on n'a pas de résultat, on va pas pouvoir continuer d'intégrer cette famille-là. Mais en même temps, le fait qu'on prenne pas forcément que le côté résultat, mais aussi qu'on soit là pour le plaisir et parce qu'on est content d'être là, je pense que c'est un facteur qui joue énormément aussi dans la possibilité de rester intégré au sein de cette famille-là. Et quelqu'un qui aura des très bons résultats et qui, je pense, ne sera pas là pour son plaisir, mais uniquement pour le côté résultat. Enfin, moi, de toute façon, pour l'instant, je suis là parce que ça me fait plaisir de faire ces courses-là. Les courses que je fais, c'est les courses que j'ai envie de faire. Alors, s'il y a du niveau, si j'ai des super bons résultats, c'est très bien. Pour l'instant, ça se passe très bien comme ça. Mais je pense que je continuerai de faire les courses pour me faire plaisir et parce que j'ai envie de les faire, plutôt que de les faire uniquement pour les résultats, quoi. Merci François. On va terminer sur ce mot plaisir. C'est strictement le même mot de la conférence précédente qui tournait autour de sponsoring et mécénat. Pourquoi faire du sponsoring? Pourquoi faire du mécénat? Eh bien, c'est simplement pour se faire plaisir. Merci pour vos témoignages. Merci pour vos contributions.